Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 12 qui va porter sur le courant alternatif. Jusqu'à maintenant, dans nos laboratoires, puis dans la majeure partie du cours, on a surtout traité de courant continu, c'est-à-dire un courant qui allait toujours dans la même direction. Alors on commence avec le courant alternatif. En fait, on va reprendre là où on avait arrêté un peu dans le chapitre 10 quand on avait parlé des génératrices. Donc on a l'image ici en bas. On avait vu au chapitre 10 que lorsqu'on faisait tourner une boucle ou des boucles de courant de fil dans un champ magnétique, ça produisait naturellement un courant alternatif. Donc, par exemple, la boucle qui est là, si je la fais tourner à vitesse constante, le courant qui va être produit, ça va ressembler à ce qu'on a ici dans le graphique, c'est-à-dire ici le E, c'est la force électromotrice qui est générée, et ça, c'est en fonction du temps. Donc, on a quelque chose comme ceci. La force électromotrice, elle est tantôt positive, tantôt négative. Ça veut dire que le courant va aller dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Et il va alterner comme ça. Et si on a une boucle qu'on fait tourner à vitesse constante, on va avoir un signal qui va être sinusoïdal. Donc la formule générale, et c'est ça qu'on va avoir dans tout le chapitre 12, ça va être que la source fournit une force électromotrice qui varie comme ceci. Donc EM, le EM, c'est pour E maximum, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, c'est la valeur maximale atteinte ici dans le graphique. Ça va donc se mesurer en volts. Et ensuite, on a un sinus de oméga t. Alors, on se rappelle qu'oméga, on appelle ça la fréquence angulaire. Ça se mesure en radians par seconde. En fait, c'est la vitesse à laquelle on fait tourner la boucle en question. Si par exemple je fais un tour à chaque seconde, un tour c'est 2 pi, donc je vais avoir 2 pi radians par seconde, ça va être ça qui va être ma fréquence angulaire. Donc fréquence angulaire en radians par seconde. Puis ensuite, on a une autre caractéristique qu'on définit ici sur le graphique, on se rappelle de la période. Donc ça se mesure en secondes. La période, c'est tout simplement le temps euh, pour un tour, on pourrait dire, si on revient à la boucle ici, là, la période, c'est tout simplement le temps que ça prend pour faire un tour. Et sur le graphique, c'est le temps pour une oscillation complète, c'est-à-dire si on part d'ici, par exemple, alors on monte jusqu'à la tension maximale, puis ensuite on revient à la tension maximale négative. On a donc ici une période. Évidemment, on peut mesurer la période à d'autres endroits. Je pourrais prendre de ici à là. Je pourrais aussi prendre de là à là. Donc, bref, tant qu'on prend une oscillation complète, on a la période. Alors, pourquoi on a un chapitre sur le courant alternatif? C'est parce qu'évidemment, le type de courant qu'on a dans nos prises électriques, ce qui est généré par Hydro-Québec, par exemple, ben, c'est du courant alternatif, donc du courant qui est exactement de ce type-là. Donc, on revient ici avec notre graphique. On va aller un petit peu plus loin dans les caractéristiques du courant alternatif. D'abord, il y a ici une relation qu'on peut faire entre la période et la fréquence angulaire. Vous voyez dans le sinus qui est ici, si le temps t, je mets la période. Autrement dit, je fais avancer le temps d'une période. Je vais avoir oméga fois t à l'intérieur du sinus. Et à ce moment-là, si on avance d'une période, à l'intérieur du sinus, il faut que ça avance de 2 pi. Donc, il faut faire un tour dans le sinus pour chaque période. Alors, on peut dire que oméga fois la période, ça va être égal à 2 pi. Autrement dit, lorsque j'isole la période, ben ça va donner 2 pi sur oméga. Donc cette formule est importante. Elle va nous permettre de passer de l'un à l'autre. Autrement dit, si vous connaissez la période, vous pouvez automatiquement calculer la fréquence angulaire et vice-versa, évidemment. Si vous avez la fréquence angulaire, vous pouvez calculer la période. La fréquence tout court, maintenant, donc le F, vous vous rappelez, on l'avait défini comme l'inverse de la période. Alors, comme c'est l'inverse de la période, bien évidemment, on peut faire oméga sur 2 pi en utilisant la formule précédente. D'ailleurs, on voit bien la différence, si on veut, entre la fréquence et la fréquence angulaire. Si j'envoie le 2 pi de l'autre côté, 2 pi fois la fréquence, ça me donne la fréquence angulaire. Alors c'est logique parce qu'il y en a un qui est mesuré en radians par seconde, donc 2 pi, donc en radians par seconde, puis l'autre qui est mesuré en 1 sur seconde, c'est-à-dire en tours par seconde, si vous voulez. Donc, c'est normal qu'on ait finalement le facteur 2pi entre les deux. Alors, justement, je rappelle les unités de la fréquence. Donc, c'est des tours par seconde ou des secondes moins 1 parce que des tours, en fait, c'est un dénombrement, donc c'est pas vraiment une unité. Alors, on peut dire que c'est des secondes moins 1 et des secondes moins 1, donc on appelle ça des hertz pour l'unité de la fréquence. Alors, tout ça, c'est la base du courant alternatif. Maintenant, ici, on voit le symbole
d'une source de courant alternatif lorsqu'on la met dans un circuit électrique. Alors ici, par exemple, on l'a ici en bas. Donc, on met ce symbole-là pour du courant alternatif. Ici, on aurait un appareil quelconque. On indique le sens du courant, mais en réalité, il faut toujours se rappeler qu'on a du courant alternatif. Donc, bien sûr, on indique un sens de courant, mais en réalité, le courant il va aller dans un sens puis il va aller dans l'autre. Alors, il est aussi souvent dans un sens que dans l'autre pour le courant alternatif. Donc, ça n'a pas vraiment de sens comme tel. Peut-être des petites données ici, là. L'amplitude du courant en Amérique du Nord, on utilise une amplitude, ce qu'on a dans nos prises électriques, là. On a 170 volts d'amplitude, puis la fréquence qu'on utilise, c'est du 60 Hz. En Europe, par exemple, ils utilisent plutôt du 311 volts dans leur prise de courant, donc la tension est plus élevée. L'avantage en passant d'avoir une tension plus élevée, c'est que pour une même puissance électrique, on va avoir un courant un peu plus faible. Vous vous rappelez de la formule de la puissance, c'est P égale delta V fois I. Donc pour une même puissance, si vous augmentez le delta V, vous avez un I plus faible. Alors ça permet donc d'avoir en général des courants plus faibles qui circulent dans les fils. On en avait parlé d'ailleurs, c'est ça la raison pour laquelle lorsqu'on apporte le courant des grands barrages hydroélectriques qui sont dans le nord, qu'on apporte le courant dans le sud, on fait ça sous haute tension. C'est pour la même raison, en fait, c'est qu'avec une très haute tension, cette fois-ci on parle de milliers de volts, on a un courant beaucoup plus faible. Alors ça réduit les pertes par effet Joule puisque le courant est plus faible. Eux, ils utilisent du courant à 50 Hz, donc il n'y a pas une grosse différence pour la fréquence. C'est un peu un choix arbitraire en même temps, donc 60 et 50 Hz dans ce cas-là. Juste un petit exemple pour une fréquence de 60 Hz. Comme on est en Amérique du Nord, on a du 60 Hz, donc ça va nous arriver à plusieurs reprises. Si on voulait calculer la fréquence angulaire qui correspond à cette fréquence-là, on a vu la formule tout à l'heure, la relation entre la fréquence angulaire et la fréquence, c'est oméga égale 2pi fois f. Alors tout simplement, si on fait 2pi fois 60 Hz, ça va nous donner, alors ça donne 377 radians par seconde. Donc en Amérique du Nord, la fréquence angulaire du courant, ça sera 377 radians par seconde. Maintenant, on a parlé jusqu'à maintenant de la formule qui donne la tension en fonction du temps. Parlons maintenant du courant lui-même. J'ai mis la formule ici en haut qu'on va utiliser. I égale IM. Encore une fois, donc IM, c'est le courant maximum, c'est donc l'amplitude du courant. Ensuite, on a encore le sinus de oméga t. Ça, c'est pareil. Évidemment, si on a une fréquence angulaire X pour la tension, le courant va suivre la même fréquence aussi. Alors, c'est sûr que c'est le même oméga t. Par contre, ici, on a ajouté une autre variable de plus. On utilise le symbole phi, donc la lettre grecque phi minuscule. On appelle ça la constante de phase. Alors, vous voyez qu'on la soustrait à oméga t à l'intérieur du sinus. Qu'est-ce que ça fait, cette constante de phase-là? C'est que ça va soit retarder ou faire en sorte que le courant va être en avance sur la tension. On a plusieurs exemples ici en bas. Donc, j'en ai trois en fait. Un cas où on dit que le courant est en phase avec la tension. Alors, on a mis le courant en violet ici, là. Ou rose si vous voulez, puis la tension est en bleu foncé. Alors vous voyez, les deux atteignent leur maximum en même temps, ils passent par zéro en même temps, etc. Donc à ce moment-là, on dit que le courant est en phase avec la tension. La constante de phase serait nulle dans ce cas-là. Donc on aurait sin d'oméga t pour le courant. Il arrive que le courant soit en retard sur la tension. Alors c'est le cas ici dans le deuxième graphique. Vous voyez le maximum de courant est atteint un petit peu plus tard que le maximum de tension. Alors le courant est donc en retard sur la tension. Et à ce moment-là, la constante de phase va être positive. Alors positive parce qu'en fait, il y a un signe moins devant. Alors si on a une constante de phase, exemple de, je ne sais pas moi, 60 degrés, il faudra plutôt l'exprimer en radians, mais de 1 radian par exemple, donc, on va avoir oméga t moins 1. Alors, ça veut dire qu'il va falloir, vous comprenez que lorsqu'on soustrait 1, il va falloir que le temps avance un petit peu plus pour qu'on atteigne la même valeur qu'on avait pour la tension. Alors, c'est pour ça que quand la constante de phase sera positive,
à cause du signe moins qui est en avant, le courant sera en retard sur la tension. Et l'inverse, ici, le courant est en avance sur la tension. Vous voyez qu'il atteint son maximum avant la tension. Alors, c'est lorsque la constante de phase sera négative à ce moment-là. Alors, moins, ça va faire plus. Alors, on va ajouter quelque chose à oméga t et c'est ce qui fait que le courant va atteindre sa valeur maximale avant la tension. Alors, la constante de phase va aller de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 ou de moins 90 degrés à plus 90 degrés si vous voulez, mais on va toujours être en radians. Donc, rappelons-nous que lorsque la constante de phase est positive, le courant sera en avance sur la source, sur la tension, et négative, le courant sera en retard sur la tension. Ici, je rajoute une information, comment calculer ou comment savoir quel est le retard du courant par rapport à la tension. Donc, combien de temps ça prend, autrement dit, pour que le courant atteigne sa valeur maximale après que la tension ait atteint sa valeur maximale. Il suffit de regarder ce qu'on a à l'intérieur du sinus. Alors, comme on a oméga t, supposons par exemple que je reviens à 0, donc la tension est égale à 0 à t égale 0. Alors, combien ça va prendre de temps avant que le courant atteigne sa valeur 0? Bien, il va falloir que oméga t moins phi soit égal à 0 pour que ça donne la même chose que la tension. Alors, oméga t va être égal à phi et t va être égal à phi sur oméga. Alors, c'est ça qui est écrit ici, phi sur oméga. C'est donc l'écart ou le retard du courant par rapport à la tension. Évidemment, si phi est négatif, bien, on va avoir moins phi sur oméga. Donc, à ce moment-là, le courant sera en avance par rapport à la tension. Alors, dans la section de 12.2, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place une résistance dans un circuit en courant alternatif. En fait, la résistance, c'est pas mal la composante la plus simple qu'on peut imaginer. On verra un petit peu plus tard qu'est-ce qui arrive lorsqu'on met des condensateurs ou encore des bobines d'induction. Alors, pour une résistance, on a notre source ici, on a juste une résistance tout simplement dans le circuit. On va appeler delta VR la tension aux bornes de la résistance. Alors c'est sûr que dans ce cas-ci, comme la tension, elle est seule, pas la tension, mais la résistance, elle est seule dans le circuit avec la source, ben c'est sûr que le delta VR, dans ce cas-là, il va être égal. C'est une application de la loi des mailles de Kirchhoff, dans le fond. Là. Le delta VR, il va être égal à la source, bien sûr. Mais donc, si on applique maintenant la loi d'Ohm, delta V égale R fois I, alors c'est toujours valable en courant alternatif, on peut remplacer le I par la formule qu'on a vue tout à l'heure, I égale IM sin de oméga t moins phi, et donc c'est la formule qu'on aurait pour la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Bien sûr, on peut se demander pourquoi il y aurait une constante de phase ici. Dans le fond, pourquoi le courant serait-il en avance ou en retard sur la source, donc sur la F et M de la source. Et c'est sûr que lorsqu'on a seulement une résistance dans un circuit, le courant il va toujours être en phase avec la F et M de la source. Par contre, si on ajoute d'autres composantes, on va voir un petit peu plus tard que si on ajoute un condensateur ou encore une bobine d'induction dans le circuit, bien, le courant à ce moment-là ne sera pas en phase avec la source. Donc, on pourrait effectivement avoir, en général, on peut dire qu'on a une constante de phase. On peut faire une petite substitution ici, le R fois IM, on va appeler ça delta V RM. Donc le M encore une fois pour maximum. Donc en fait, ça va être l'amplitude de la tension aux bornes de la source. Donc delta V RM, ça va être R fois IM. Donc la résistance fois l'amplitude du courant. Et je répète ici que la différence de potentiel aux bornes de la résistance, donc elle est en phase avec le courant, puisqu'en fait elle est proportionnelle au courant. Cette différence de potentiel-là, elle sera donc toujours en phase avec le courant qui circule dans le circuit. Je vais terminer cette première capsule du chapitre 12 avec une conception importante qu'on va se servir beaucoup dans le chapitre 12. C'est ce qu'on appelle la représentation de Fresnel. Dans le fond, on va représenter, j'ai répété ici là, la formule qui nous donne la force électromotrice de la source en fonction du temps. Ensuite, on a ici le courant en fonction du temps. On vient de voir celle de la résistance. Donc, la tension au bord de la résistance égale R fois IM sin de oméga t moins phi. Donc, on a des sinus. Parfois de oméga t, parfois oméga t moins phi. D'autres fois, on va avoir encore d'autres choses différentes, mais on a toujours des sinus. Alors, c'est des fonctions qui varient avec le temps.
La représentation de Fresnel, ça utilise le truc suivant. D'abord, on se fait un graphique avec des axes. Un axe vertical, un axe horizontal, et on représente la tension, par exemple, ou le courant par des flèches, par des vecteurs. Donc ici, la flèche qui est là, par exemple, représente la tension. Donc la longueur de la flèche va être égale à l'amplitude de la tension. Si on a 10 volts, par exemple, bien, on va avoir une flèche de 10 volts de longueur. Évidemment, 10 volts, ce n'est pas vraiment une longueur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trouve une échelle. Alors, on va dire, par exemple, 1 cm égale 1 volt. Alors, on aura 10 cm. Ça va être la longueur de la flèche. Bref, la longueur de la flèche, elle est proportionnelle à l'amplitude de la FM. Ensuite, l'angle qu'on met ici, toujours par rapport à l'axe horizontal, c'est l'angle qui est à l'intérieur du sinus. Alors pour la FM de la source, c'est oméga t, cet angle-là. Donc on va avoir oméga t qui va être représenté ici. On fait la même chose pour le delta V RM. Vous voyez, delta V RM, ça a une amplitude qui est, c'est-à-dire le delta VR, il y a une amplitude qui est delta VRM. Donc la longueur de la flèche, encore une fois, ça sera l'amplitude. Puis à l'intérieur du sinus, l'angle, c'est oméga t moins phi. Alors voyons le représenter ici. Oméga t moins phi, ça serait l'angle total qui est ici. Alors bien sûr, ici, le moins phi, vous voyez qu'il est positif. Alors j'ai donc supposé que mon angle phi était négatif. Donc à ce moment-là, moins, ça m'a donné un angle positif. Alors ça, c'est un cas particulier, donc, où on aurait un angle phi qui serait négatif. À ce moment-là, le courant serait en avance sur la source, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, l'utilité de la représentation de Fresnel, c'est que, comme on prend un sinus, alors vous vous rappelez du cercle trigonométrique, lorsqu'on représente quelque chose comme ça ici avec un angle, le sinus de l'angle, ça donne en fait le côté vertical qui est ici. Autrement dit, ça donne la projection sur l'axe vertical. Alors on peut dire que ici, par exemple, l'accolade que j'ai mis ici, c'est justement le delta VR, c'est ça ici. Pourquoi? Parce que c'est delta VR maximum, c'est-à-dire l'amplitude, fois le sinus qu'on a ici. Même chose pour la source. Ici, j'avais l'amplitude EM. Puis ensuite, si je multiplie par le sinus, ça me donne le côté qui est ici. Autrement dit, nos tensions vont toujours être représentées sur l'axe des Y ou l'axe vertical. Et au fur et à mesure que le temps va avancer, vous comprenez que l'oméga t ici va avancer en fonction du temps. Ça veut dire que nos deux vecteurs, ils vont tourner. Donc, ils vont tourner comme ça, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, au fur et à mesure que le temps va avancer. Par contre, ils vont rester ensemble, c'est-à-dire que l'angle phi, comme c'est une constante, le delta VRM va toujours être en avance de moins phi par rapport à la source, et donc ils vont tourner à la même vitesse tous les deux. Ils vont faire un tour par période, mais ils vont rester constants l'un par rapport à l'autre. Et la projection sur l'axe vertical va nous donner la tension dans les deux cas. On ne représentera jamais vraiment le courant sur un diagramme de Fresnel parce que il faut que les unités soient cohérentes, c'est-à-dire que comme on a des volts, il faudra que ça soit des volts partout. Donc on ne va pas représenter le courant. Par contre, comme le courant est en phase avec la source, on pourrait dire que le courant, il est même si on n'a pas le droit de le représenter parce que ce n'est pas des volts, il serait à la même place que la résistance, puisqu'il est en phase avec la résistance. Alors donc la représentation de Fresnel, vous allez voir avec le temps, ça va être utile pour pouvoir mieux visualiser qu'est-ce qui se passe avec les différentes tensions. Ce qu'on vient de voir, c'était donc le cas particulier où le courant était en avance sur la source. Donc on avait le vecteur. Il faut penser ici que l'angle va toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc si le vecteur qui représente la résistance, delta V au bord de la résistance, ici est en avance par rapport à la source. L'autre cas, l'autre possibilité, ce serait ce qu'on a ici. Donc si notre constante de phase est positive, à cause du signe moins dans l'équation, on va avoir oméga t moins phi. Alors on va revenir ici. Alors ça donne le cas où le courant serait en retard par rapport à la source. Ça veut dire aussi que la différence de potentiel au bord de la résistance va être en retard également par rapport à la source, puisque la résistance suit toujours le courant. Donc,
on a ces deux cas-là qui sont possibles. Si la constante de phase est négative, le courant va être en avance sur la source, et si la constante de phase est positive, le courant va être en retard sur la source.